En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche, entre 11h et midi, sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche de vote, nous n'avons pas le droit de parler des élections législatives françaises, mais heureusement, la vie politique ne s'arrête pas à nos frontières. Les Britanniques ont également voté ce jeudi pour élire leurs députés, tandis qu'outre-Atlantique, le début de campagne présidentielle est difficile pour Joe Biden, que beaucoup de ses propres amis politiques poussent à jeter l'éponge. Pour en parler, nous serons en duplex avec Jeremy Stubbs qui est à Londres. C'est le président de l'association des conservateurs britanniques de Paris. Nous serons également en direct de Washington avec, enfin pas en direct de Washington, mais en duplex avec Washington et avec Louis Sarkozy, spécialiste des relations internationales qui chronique la vie politique américaine pour le Figaro. Comment expliquer le désastre annoncé pour les conservateurs britanniques? Qui est Keir Starmer, le nouveau Premier ministre travailliste? A-t-il transformé le Labour? Aux États-Unis, le remake du match Donald Trump-Joe Biden aura-t-il lieu? Biden peut-il jeter l'éponge? Qui pour le remplacer? Comment expliquer l'incroyable retour de Donald Trump malgré l'attaque du Capitole et les scandales à répétition? De quoi le Trumpisme est-il le nom? Tout de suite, les réponses de Jeremy Stubbs et Louis Sarkozy en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Louis Sarkozy, Jeremy Stubbs, bonjour. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour, ravi d'être avec vous. Je sais qu'il est très tôt à Washington, Louis. Merci d'être avec nous. Il est quelle heure chez vous? Juste passé 5 heures, c'est pas si tôt que ça, vous inquiétez pas pour moi, j'ai mon café, je suis très content. Eh ben, je suis ravi en tout cas que vous soyez avec nous pour parler. Je vous rappelle les règles de l'Arcom très précises en France. On n'a pas le droit de parler de ces élections législatives françaises, mais ça tombe bien parce qu'il y a une actualité politique outre-Manche et outre-Atlantique. J'aimerais commencer peut-être avec vous, Jeremy Stubbs. Vous êtes le président de l'association des conservateurs britanniques à Paris. Vous êtes actuellement à Londres, voilà, où les Britanniques ont élu un nouveau Premier ministre, un Premier ministre travailliste après 14 ans de conservatisme. Est-ce que c'est une défaite historique pour les conservateurs, des résultats assez faibles, Jeremy Stubbs? Comment vous les expliquez? Cette défaite était inévitable après 14 ans au pouvoir, une série de crises au cours de ces 14 ans. D'abord, la crise financière qui a entraîné une politique d'austérité. Ensuite, toute la turbulence après le vote en faveur du Brexit en 2016. Et ça a duré jusqu'en 2019. Ensuite, le Covid, et ensuite la guerre et l'inflation. Donc tout ça, c'est pas pour faire aimer le gouvernement. Et en plus, différents premiers ministres ont quand même commis pas mal d'erreurs. Donc la défaite est inévitable. Et en fait, si on regarde les détails, cette élection, c'est beaucoup plus un rejet des conservateurs qu'une victoire des travaillistes. Déclaration d'amour envers les travaillistes. Oui, parce que je regardais ça très précisément et en réalité, on parlera de Keir Starmer, comment il a quand même changé un peu le logiciel du Labour, notamment par rapport à Jeremy Corbyn, mais en fait, il a obtenu moins de voix que Jeremy Corbyn et les conservateurs perdent parce que Nigel Farage, président du parti Réforme, brexiteur historique, on peut dire populiste, même si c'est pas forcément négatif dans ma bouche, a en fait pris une très grande partie des voix des conservateurs. Donc, au-delà de l'usure du pouvoir et des crises que vous avez décrites, est-ce qu'il n'y a pas un problème de logiciel politique chez les conservateurs qui ont peut-être jamais tiré les leçons du Brexit, en tout cas par Rishi Sunak qui a remplacé en réalité, on le rappelle, Boris Johnson sans être élu. C'est une des particularités d'ailleurs du système britannique. Oui, on aurait perdu quand même sans Nigel Farage. Mais la participation de ces candidats, les candidats de Reform UK,
ça a rendu la victoire des travaillistes encore plus écrasante. Et en fait, en parlant du Brexit, personne n'a parlé du Brexit au cours de cette campagne. Tout le monde l'a oublié. Ce n'est plus ce à quoi pensent les électeurs. Ce n'est pas du tout un sujet de débat pour les politiques. Le problème du Brexit, c'est plutôt son héritage. Ça n'a rien à voir avec des conséquences économiques directes du Brexit. Ce qu'on dit beaucoup en France, que le Brexit a été une catastrophe économique, notamment nos élites dirigeantes. Est-ce que c'est vraiment le cas? Bon, vous l'avez dit, il y a de l'inflation en Angleterre, mais la réalité, c'est qu'il y en a aussi en France et partout en Europe. Oui, non. Justement, ça n'a pas été un désastre économique du tout. Ça n'a pas été un succès non plus. Mais si les caisses de l'État sont vides aujourd'hui, c'est principalement à cause du Covid. Donc, le gouvernement a dépensé des sommes faramineuses au cours de ces confinements qui semblent aujourd'hui, avec le recul, moins nécessaires à l'époque. Le problème du Brexit, c'est que ça a introduit une sorte de contradiction. Parce que les électeurs qui ont voté pour le Brexit voulaient plus de protectionnisme, moins de mondialisation. Tout à fait. C'était d'ailleurs une partie de la réponse de Boris Johnson qui avait, lui, pour le coup, connu une élection historique. Absolument. Et je dois dire, il était inévitable que tous ces électeurs travaillistes qui ont voté pour Boris Johnson, ils allaient inévitablement revoter pour les travaillistes. Parce que la contradiction, c'est qu'on a promis, eux, ils ont compris une promesse de protectionnisme. Les politiques ont promis de faire plus de mondialisation. Ça ne peut pas être réconcilié. Donc, c'est ça le problème du Brexit. Ça a conduit à la perte de ses électeurs parce que le gouvernement se préparait sous Boris Johnson à investir des sommes pour, en quelque sorte, revitaliser les régions défavorisées. Mais le Covid arrive et tout cet argent, ça part par la fenêtre. Donc, c'est un échec total. Voilà où nous en sommes. Merci Jérémy Stubbs. On continue à parler du Brexit, de cette élection en Grande-Bretagne, mais je voulais interroger également Louis Sarkozy. Louis Sarkozy, vous êtes franco-américain et vous commentez la politique américaine, notamment pour le Figaro, mais vous connaissez bien la Grande-Bretagne. Quel regard portez-vous sur ces élections et sur la situation en Grande-Bretagne? Je crois que vous faites partie de ceux qui regrettaient le Brexit. Oui, mais par Européen convaincu, mais en toute honnêteté, Alexandre Devecchio, moi je n'y connais pas grand-chose. Vous savez, c'est déjà compliqué de suivre les élections américaines et les élections françaises sans en dire un mot de plus. Alors suivre une troisième démocratie turbulente en ce moment, ça serait trop pour moi. Mais donc je suis ravi de vous écouter, cher monsieur, sur votre opinion. Mais oui, c'est vrai que moi, en 2016, j'étais assez viscéralement contre le Brexit. Je suis ravi d'être convaincu du contraire, mais parce que je sais que nous sommes plus à l'époque européenne entre guillemets, à l'époque de ces nations énormes comme la Chine, les États-Unis, l'Inde, ces géants démographiques. Pour avoir une place à la table, il faut que l'Europe se magnifie, si vous voulez, et ça, on le fait ensemble. Ça, c'est mon opinion. Je suis ravi d'être convaincu du contraire, mais en tout cas, je suis rentré dans ce débat avec ces idées-là. Ça n'a pas permis un rapprochement entre la Grande-Bretagne enfin un rapprochement, c'est déjà deux pays qui sont proches, mais entre les États-Unis finalement et la Grande-Bretagne, ce Brexit? S'il y a un parallèle en tout cas à dessiner, c'est une question que je serais ravi de vous poser, cher monsieur. C'est moi ce qui me fascine en ce moment sur la scène politique américaine, c'est la division de la droite. Et c'est très drôle d'ailleurs parce qu'avec la performance de débat de Joe Biden, on est en train de voir une division de la gauche. Mais moi je pense que la vraie division, c'est celle de la droite, entre la droite traditionnelle conservatrice classique, les néo-conservateurs, et la droite trumpiste. Et pour moi la grande question, c'est est-ce que le trumpiste va survivre à Trump? Et moi j'aimerais voir, je ne sais pas, je pose ça en toute honnêteté, est-ce qu'il y a la même chose en Angleterre? Est-ce qu'il y a une division, soit de la gauche, soit de la droite, autour d'un candidat ou d'un socle d'idées?
Jeremy parce Stubbs. que, oui, Nigel Farage, qui est un grand ami et admirateur de Trump, il représente en quelque sorte le Trumpisme dans la politique britannique. Et la grande question depuis plusieurs mois maintenant, c'est est-ce que le Parti conservateur doit intégrer en quelque sorte Nigel Farage et ses soutiens, ou est-ce qu'il doit le rejeter? Ou alternativement, est-ce qu'il doit l'imiter? C'est-à-dire essayer de faire la même chose. D'ailleurs, oui, pardonnez-moi, je vous interromps, Jeremy Stubbs, mais vous avez dit tout à l'heure que l'électorat pro-Brexit qui avait voté pour Boris Johnson était reparti chez les travaillistes. C'est sans doute vrai pour une partie, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une partie qui a été chez Nigel Farage, qui lui est capable peut-être de parler aux classes populaires, de dépasser l'électorat aux conservateurs traditionnels? Peut-être, mais il y a deux choses ici. D'abord, quand on parle spécifiquement des circonscriptions travaillistes, depuis longtemps, ces circonscriptions sont retournées chez les travaillistes. Chez les travaillistes, d'accord. D'autres, où il y a beaucoup de classes ouvrières, ont sans doute voté pour Nigel Farage. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que, curieusement, les conservateurs ont perdu beaucoup face à Nigel Farage, mais encore plus face au Lib Dem, c'est-à-dire le centre-gauche. Donc, on perd sur tous les tableaux en ce moment, et inévitablement, il va y avoir des conservateurs plus centristes qui vont dire « il faut qu'on soit plus proche du centre », et puis des conservateurs plus populistes qui vont dire « il faut qu'on soit plus radicaux, plus forts sur la droite, etc. » Ça va être un grand débat et un grand tiraillement. Ça nous rappelle quelque chose, si vous voulez. Alors, on n'a pas le droit de parler des élections législatives en France, mais ce qui est intéressant, et ce qui était intéressant dans la question de Louis Sarkozy, c'est qu'on voit bien que cette fracture à droite traverse en fait toutes les démocraties occidentales. J'ai pas eu le temps de beaucoup vous interroger, Louis Sarkozy. Ça va être la première pause de cette émission, mais on reprend tout de suite avec vous après une courte pause sur Sud Radio. En toute vérité, merci d'être avec nous et à tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio ce dimanche de vote en France où nous n'avons pas le droit de parler des élections françaises, mais du coup on parle des élections qui se sont déroulées en Grande-Bretagne cette semaine. On parle aussi des élections américaines. On en parle avec Jeremy Stubbs, président de l'association des conservateurs à Paris, qui est avec nous en duplex de Londres, et avec Louis Sarkozy qui est avec nous en duplex de Washington, qui est un spécialiste de la politique américaine, des relations internationales, qui chronique justement cette campagne américaine pour le Figaro. Lui Sarkozy, on a envie de savoir ce qui va se passer avec Joe Biden. Cette semaine, on a vu qu'il y avait une fronde peut-être à l'intérieur même de son parti après son débat raté du 27 juin face à Donald Trump pour lui dire qu'il valait peut-être mieux qu'il laisse la place. Il n'a pas l'air de l'entendre comme cela. Il a expliqué qu'il était bien là et qu'il allait gagner l'élection. Donc, il essaye de gagner du temps, Joe Biden, ou est-ce qu'il est impossible à débrancher, tout simplement? Non, il essaye de tenir. Il essaye de tenir le plus possible. Ça, maintenant, on le sait, c'est le New York Times qui le rapporte. On est quasiment sûr qu'il veut rester dans la course et sa famille veut qu'il reste. Mais moi, si vous voulez, je pense que c'est futile. Les chiffres sont très clairs. Moi, je vois ça comme un barrage qui essaye de tenir et qui commence à se fissurer. Là, on a pour l'instant 5, peut-être 6 démocrates élus qui ont déjà quitté le camp Biden et qui appellent au changement. C'est tout. C'est déjà très important, 5 ou 6 de la Chambre, surtout de certains États clés. On peut en parler comme le Michigan ou la Virginie. Mais je pense que la semaine prochaine, quand la majorité des représentants vont revenir de pause, le barrage va exploser. Ça peut plus tenir, c'est pas possible. Les chiffres, si vous voulez, sont trop décisifs. L'impression que Joe Biden a laissée au peuple américain pendant ce débat était une catastrophe. C'était pas du tout une erreur. C'est cataclysmique. Ça peut changer le Parti démocratique fondamentalement. Enfin, les chiffres, si vous les voulez, on parle de 72% d'Américains qui pensent qu'il n'a pas, entre guillemets, la force mentale pour être élu président. 80% du peuple américain pense qu'il est trop vieux.
80%. Juste après le débat, c'était pire. Si on regarde le sondage de CNN, qui est une organe de gauche prononcée, motivée, etc., 67% des téléspectateurs de CNN pensent que Trump a gagné le débat. On les imagine la douleur à voter ce résultat. Donc moi je pense que tout ça est fini. Et si c'est pas fini, le leadership du Parti démocratique, c'est bien pire que ce qu'on pensait. C'est qu'une question de temps pour moi. On feint de le découvrir, d'être surpris, mais enfin dès la première élection de Joe Biden, voilà, on parlait de Sleepy Joe, certains le comparaient à une momie, ce qui n'était pas très élégant, mais on voyait bien qu'il y avait des problèmes, pas mal de problèmes de mémoire, notamment des difficultés à s'exprimer. Pourquoi il a fallu autant de temps pour qu'on s'en aperçoive, et surtout si il n'a pas toutes ses capacités mentales, comment il a pu diriger les États-Unis pendant 4 ans? Mais outre-mer, vous avez eu beaucoup de temps à vous rendre compte. Et localement aux États-Unis, la gauche soit est dans le déni total, soit voulait activement le couvrir. Parce que pour eux, Trump, c'est le grand danger. Mais la droite américaine parle de ça depuis le début. Enfin, le vrai scandale de cette situation, c'est pas l'état de Joe Biden, c'est ce que l'économiste appelle the cover-up. C'est le scandale de cacher l'État et de continuer dans le déni. La droite américaine, alors tout ça est un peu corrompu par Trump, effectivement, qui joue sur ce point-là depuis 2020, mais tout le monde ici sait que Joe Biden avait ses problèmes mentaux depuis le début, et c'est ce que certains des Américains, avec une fibre un peu plus conspirationniste que moi, appellent l'État profond. Ils disent que c'est pas du tout lui qui gouverne. Alors les théories, c'est quoi? C'est soit c'est sa femme, soit c'est Blinken, soit c'est les hauts bureaucrates. Alors après, chacun sa théorie du complot, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y avait un vrai effort de la part d'une grande partie des médias et de l'establishment démocrate pour cacher sa vraie condition. Et en fait, la vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a une détérioration totale de lui. Et il faut le spécifier, c'est pas à cause de son âge, il est pas si vieux que ça. Il est juste en très mauvais état pour son âge. Et c'est ça le vrai problème. Et maintenant que... Oui, parce qu'il y a 2 ans ou 3 ans de différence d'âge avec Donald Trump. Je crois l'un à 81 ans et l'autre 78. Oui, exactement. Et vous avez vu le contraste quand même que ces 2 ou 3 années peuvent faire, surtout pour quelqu'un qui est en mauvais état comme Biden. Mais comme tout le monde est en panique et tout le monde court avec la tête en feu en ce moment, on se dit mais comment cela a pu arriver? Ça donne raison à une grande partie des médias de droite qui parlent de ça sans cesse. Vous disiez c'est conspirationniste l'État profond, mais est-ce qu'il est faux de dire que la bureaucratie américaine a beaucoup de pouvoir? D'ailleurs, institutionnellement, je pense que le président de la République américaine a moins de pouvoir que le président de la République française. Il y a un poids de l'administration qui est réel, non? Vous avez complètement raison. Je mettrai juste une petite parenthèse. Il peut pas dissoudre le Parlement, le président américain. Oui, c'est ce qui donne moins de pouvoir également. Oui, effectivement. Et je pense que là où vous avez fondamentalement raison, c'est qu'on voit depuis l'administration Reagan une espèce de poussée de cette bureaucratie américaine. Je pense que les employés fédéraux ont été multipliés par 1,5 ou enfin quelque chose de pharaonique depuis les années 80. Et c'est vrai que beaucoup d'Américains qui avaient les rêves de réforme, etc., sont arrivés dans la Maison Blanche, dans le bureau ovale, et on s'est rendu compte que bouger cette énorme bureaucratie et toutes ces institutions qui, elles aussi, ont leur intérêt, et elles aussi ont des choses qu'elles veulent et veulent pas faire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Non, je dis théorie du complot, mais j'utilise ce terme uniquement à moitié négativement, parce que la performance de Biden a montré qu'en fait certaines de ces théories étaient complètement possibles, et que le fait c'est que si on a un président qui n'est pas capable, comme il l'a dit il y a quelques jours, de se coucher après 8 heures du soir, il n'est pas capable de tenir tête intellectuellement à certains des leaders internationaux, etc., qui prend les décisions en fait? Et ça, c'est un problème fondamental. Enfin, je dis théorie du complot, mais encore une fois, pas du tout négativement. D'ailleurs, le problème des médias de gauche, en cachant l'état de Joe Biden, c'est qu'ils ont donné raison au pire de ces conspirationnistes. C'est-à-dire que si depuis 2020, on s'est dit, OK, c'est un président à un seul terme parce que clairement, il y a un problème d'âge, etc., ça aurait immédiatement rendu non crédibles toutes les accusations qui cachaient l'état de santé de Joe Biden. Mais maintenant que tout le monde est en panique parce qu'on peut plus le cacher tellement c'est négatif, si vous voulez, ça leur donne raison.
Donc c'est vraiment une balle tirée dans le pied pour le Parti démocratique et pour beaucoup des médias. Et quand je dis ça à certains des des téléspectateurs audiovisuels français qui disent qu'est-ce qu'il veut dire par les médias, mais aujourd'hui les médias c'est aussi aux États-Unis c'est aussi binaire que la politique. Si vous regardez Fox, dire que c'est de droite, c'est news, regardez Fox. Enfin vraiment c'est une parodie et CNN c'est la même chose si vous voulez de l'autre côté, peut-être un petit peu plus crédible. Une polarisation accrue de la vie politique, on va peut-être connaître en France, même si on ne doit pas en parler aujourd'hui. Jérémy Stubbs, je voulais vous faire réagir justement sur cette question de l'État profond, je ne sais pas comment on doit l'appeler, mais est-ce que dans le vote pour le Brexit, il y avait aussi pour les Britanniques la volonté de reprendre le contrôle par rapport à une bureaucratie européenne, mais peut-être une bureaucratie tout court, le sentiment de dépossession démocratique, que la volonté populaire était rarement appliquée par les politiques et qu'ils avaient peut-être pas forcément la main d'ailleurs pour l'appliquer. Oui, tout à fait. Un des drames du Brexit, c'est que on s'est libéré. Je parle en tant que non-Brexiteur, mais on s'est libéré de la bureaucratie européenne, mais on est resté avec la bureaucratie britannique, qui est tout aussi redoutable que toutes les autres. Et si aux États-Unis on parle de l'État profond, qui, comme l'a dit Louis Sarkozy, il y a des relents de complotisme autour, le terme au Royaume-Uni, c'est le blob. Alors le blob, ça désigne une masse informe qui bouge à peine, c'est comme une grande cuillerée de purée de pommes de terre dans votre assiette. Les politiques sont élus, ils veulent faire exécuter leurs décisions, ils veulent appliquer leur politique, et les fonctionnaires résistent. Les fonctionnaires résistent. Évidemment, il y a, et on le connaît depuis la nuit des temps, il y a une sorte de paresse, de refus du changement, ça c'est bien connu. Il y a même eu une série télé célèbre là-dessus qui s'appelle Yes Minister. Ça date de l'époque de Madame Thatcher. Mais aujourd'hui, quand les fonctionnaires prennent les pieds, c'est aussi pour des raisons idéologiques. Et on a vu, je termine avec cet exemple, on a vu 2 ministres de l'Intérieur, Home Secretaries, Priti Patel et Suella Braverman, par hasard, toutes les 2 d'origine hindoue, sur le plan religieux, qui ont eu maille à partir avec leurs propres fonctionnaires. Et surtout quand on veut réduire l'immigration, on trouve que les officiels en charge des processus ne suivent pas. Donc, on ne peut pas, pour le moment, on n'a pas trouvé la réponse à cette grande question du blob. Merci Jérémy Stubbs, merci Louis Sarkozy. On fait une petite pause sur Sud Radio et on se retrouve dans quelques minutes pour continuer à parler de la situation politique en Grande-Bretagne et aux États-Unis. À tout de suite en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio pour parler à la fois des élections américaines et des élections en Grande-Bretagne, puisque nous ne pouvons pas parler de la situation en France, mais la situation effectivement outre-Manche et outre-Atlantique est passionnante et peut-être éclairante, puisqu'on voit bien qu'il y a une crise politique qui traverse toutes les démocraties occidentales. Avec nous en duplex de Londres, Jérémy Stubbs, patron de l'association des conservateurs de Paris, et puis en duplex de Washington, Louis Sarkozy, observateur de la vie politique américaine, franco-américain, qui nous parle également de cette campagne américaine qui s'annonce folle et passionnante, avec notamment Joe Biden qui s'accroche, ce que vous nous disiez avant la pause, Louis Sarkozy, mais vous pensiez que ça ne durerait pas, qu'il était trop en difficulté sans doute pour rester dans la campagne. Donc la
question, c'est qui pour le remplacer? Peut-être même avant cette question-là, j'en avais une autre. Il est difficile malgré tout à remplacer, semble-t-il, sans doute parce qu'il s'accroche, mais aussi peut-être parce qu'il est un point d'équilibre à l'intérieur d'un parti démocrate finalement très divisé. On a parlé des divisions de la droite, mais entre la gauche woke et une gauche social-démocrate en quelque sorte plus traditionnelle, peut-être qu'il y a deux gauches irréconciliables et finalement Joe Biden occupait une position assez centriste, voire centrale dans le parti, et c'est aussi pour ça qu'il est difficile à remplacer. Qu'est-ce que vous en pensez, lui, Sarkozy? Oui, je pense que vous avez raison, mais pas entièrement, parce que si l'électorat de gauche a montré quelque chose, c'est qu'il était complètement capable d'aller voter contre Monsieur Trump, et c'est ce qu'on a vu en 2020. Vous avez raison sur le fait que Biden représente le centre de son parti. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui sont relativement modérés et contre les extrêmes, on a une petite peine au cœur de le voir dans cet état-là, parce qu'on sait qui sont les remplaçants possibles. Alors si c'est lui, moi je pense que c'est très bon pour Monsieur Trump. Et d'ailleurs Monsieur Trump a dit dans un post hier soir qu'il a fait comprendre qu'il était très ravi d'être face à Monsieur Biden. S'il est remplacé par quelqu'un d'autre de plus extrême, je pense que c'est mieux pour le Parti démocrate, c'est mieux pour les chances de cette élection. C'est moins bon pour le pays. Il n'y a pas de risque que ça dégoûte l'électorat modéré? C'est pas impossible, mais je pense que Trump a tellement perdu l'électorat modéré qu'on peut mettre un bout de bois en face. Et ça sera le bout de bois. Ça me rappelle cette phrase d'Arsène Wenger: donnez-moi Zinedine Zidane et 10 bouts de bois et je vous donne la Coupe du Monde. Je pense que c'est un peu pareil, mais en opposition cette fois. D'accord. Alors qui justement pour le remplacer? Vous parliez de profils forcément plus extrêmes. En France, on parle notamment de Michelle Obama. Est-ce que c'est un fantasme? Oui, fantasme européen ou français. Ici, quasiment personne ne parle d'elle. C'est quasiment impossible. Si c'est le cas, c'est la surprise, messieurs, du centenaire. On parle aussi, beaucoup de mes amis français me parlent de. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas y aller, ou juste que les Américains ne la voient pas du tout comme une femme politique en réalité? Il la voit comme une femme politique. J'ai pas vu les derniers sondages sur elle, mais elle est juste absente en fait de cette conversation. Je pense que l'image d'Obama était tellement bonne en France que maintenant on se raccroche à lui ou sa femme, qui avait aussi une image exceptionnelle et expert en communication, et on essaie de la mettre dans une position. Je pense même pas qu'elle en fait a jamais élevé le fardeau. Peut-être pour la prochaine élection, vraiment c'est pas impossible, mais personne ne parle d'elle. En tout cas en ce moment, parce que là il faut quelqu'un qui sache gagner les élections, surtout qu'on est à 3 mois. Il faut quelqu'un qui est prouvé en fait, qui est un vétéran. Et il y a des noms. Alors le nom principal, et je pense que vos auditeurs vont savoir au bout de cette conversation qui est mon cheval dans cette course, pas idéologique, mais qui je pense va être le choisi. Mais le choix numéro 1, c'est Harris. C'est Kamala Harris, c'est la présidente. Oui, c'est très clair. Alors les sondages indiquent qu'elle est encore moins populaire que Joe Biden. Ah oui, elle est vraiment pas du tout populaire, mais c'est la vice-présidente. Et si vous voulez, la gauche paye son obsession pour la diversité. Ils étaient tellement fiers de mettre la première femme noire, c'est comme ça qu'ils parlent, c'est très dérangeant pour nos oreilles françaises, mais c'est comme ça qu'ils... Première femme noire vice-présidente. Le problème quand on est celui qui met la première femme noire vice-présidente, c'est qu'on peut pas être le premier qui la vire. Ça serait ça si elle ne. Alors, je pense que si Joe Biden sort de la course, et je pense pas que ça sera elle, et je pense qu'elle dira, sous pression du leadership démocratique, par respect pour Joe Biden, je ne vais pas lancer ma campagne, quelque chose comme ça. Parce que ça peut pas être elle. Vous le dites très justement, 44% des adultes américains, la moitié du pays, ont une opinion très négative d'elle, contre 14% qui ont une opinion très positive. Ça c'est une catastrophe. Enfin, c'est pas possible en fait avec elle. Donc il y a d'autres noms si vous voulez qu'on en parle. Eh ben oui, je veux bien. C'était l'une des questions. Donc quels sont les autres noms et quel est votre cheval, puisque vous avez fait un peu de suspense là-dessus. C'est peut-être d'ailleurs quelqu'un qu'on connaît pas du tout en France pour le moment. Pour l'instant, lui c'est le futur, c'est clair, et je parle bien sûr de Gavin Newsom, le gouverneur de Californie. Lui c'est le numéro 3, je dirais, le numéro 2 derrière Harris, numéro 3 si on compte encore Biden. Lui il est excellent en débat.
il est charismatique, il est beau garçon, il est expert, ce que les Américains adorent, fundraiser, il lève des fonds absolument pharaoniques. Il vient bien sûr d'un État bastion de la gauche qui est la Californie. Son seul désavantage, c'est si on se penche sur l'état économique de la Californie. Oui, j'allais vous le dire. Pas seulement d'ailleurs l'état économique, mais enfin l'insécurité, la toxicomanie, les clochards. Pour avoir été à Los Angeles l'année dernière, alors c'est pas toute la Californie, mais ça dit quand même quelque chose. Et puis vous expliquez, c'est plutôt l'aile woke finalement du parti démocrate, l'aile la plus. Oui, alors lui, il est beaucoup plus. Vous avez complètement raison, il est beaucoup plus à gauche que Joe Biden. D'ailleurs, parce que là, si vous voulez, en ce moment même, il est considéré comme le premier chevalier de Biden. Et il se comporte exactement comme il faut qu'il se comporte. Et vraiment, il fait des événements pour Biden partout dans le pays, il donne toutes les bonnes déclarations. Il y a quelques années, c'était pas ça. Il critiquait souvent l'administration pour ne pas être assez radical. Et il pensait sûrement à ses chances pour 2028, l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, il a déjà dit qu'il allait sûrement lancer une campagne pour 2028. Il est tellement ambitieux, cet homme, que je pense que ce n'est qu'une question de temps. Il commence à avoir une plateforme nationale. C'est lui qui a battu contre le gouverneur Ron DeSantis de Floride pendant les primaires. Mais ça, c'est quand même incompréhensible. Qu'est-ce que fait un des hauts leaders démocrates à débattre contre un candidat présidentiel républicain, Ron DeSantis, à une époque où la campagne de Ron DeSantis allait encore très bien et on pensait qu'il avait une chance de battre Trump. Moi, je trouvais ça très étrange, alors que Joe Biden n'était pas là, n'était même pas sur scène, que ça soit lui qui débatte. Je pense que ça parlait de son ambition et aussi sur le fait que les démocrates, je pense, préparaient un plan B si Joe Biden, ça ne fonctionnait pas. Je pense que Gavin Newsom, ça a toujours été un peu la carte maître. Et donc, ce que vous nous expliquez, c'est que là, il est toujours pas candidat déclaré parce qu'il veut surtout pas apparaître comme le traître, mais qu'il se prépare. Oui, je pense qu'il se prépare. Sa plateforme nationale et ses interventions nationales depuis des mois le montrent. Et je pense qu'il est considéré comme une carte joker depuis quelques mois, si ce n'est quelques années, par le Parti démocrate. Et je rajoute qu'il nous reste 3 ou 4 mois avant l'élection. C'est très court, mais ça peut l'aider, ça. En 3-4 mois, il peut avoir une initiative de fou et ça peut enlever le temps à ses opposants de vraiment se pencher sur quelques-uns de ces scandales. Alors le grand scandale, lui, de son terme en tant que gouverneur de Californie, je ne sais pas si vous en souvenez, que la Californie a bien sûr instauré un des lockdowns le plus strict de tous les États pendant le Covid. Personne ne sortait, etc. C'était très strict. Et lui a fait un dîner dans un restaurant de luxe avec des lobbyistes et des fundraisers, si vous pardonnez cet anglicisme, démocrates. Et c'est sorti. Donc c'est un énorme scandale. L'hypocrite qui organise des dîners dans des restaurants français d'ailleurs, extrêmement. Il a bon goût, c'est déjà ça. Donc ça, c'est pour scandale. Mais en 3 mois, je pense qu'il peut récupérer l'initiative et il peut enlever du temps à ses opposants de vraiment mettre la lumière sur ces problèmes. Jeremy Stubbs, parlons un peu de votre opposant. Vous nous avez dit que le résultat des élections britanniques était dû principalement à un rejet du Parti conservateur plutôt qu'à un engouement pour les travaillistes, mais tout de même, nouveau Premier ministre travailliste, Keir Starmer. Qui est-il pour nous, les Français, qui le connaissons encore mal? Quel est son profil? J'ai l'impression que c'est le retour à une gauche plus modérée par rapport à Jeremy Corbyn, plus populaire peut-être aussi, moins communautariste, qui est peut-être anti-immigration aussi. C'est une surprise. Est-ce que tout ce profil-là correspond à la réalité ou là encore, c'est un fantasme vu de France? Ouais, il a l'air de l'homme modéré par excellence. Et ça se traduit aussi par un certain manque de charisme. C'est un avocat qui a été l'avocat général du gouvernement dans le passé, donc il a beaucoup d'expérience. Et il est vrai qu'il a réussi à discipliner son parti, le transformer dans une certaine mesure après Corbyn. Corbyn a été bien sûr expulsé. Il est toujours élu, mais en tant qu'indépendant. Mais si vous voulez, dans une certaine mesure, Starmer représente une façade raisonnable. Il y a toujours des gens beaucoup plus à gauche derrière. C'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure
du Parti démocrate. Celui qui occupe le devant de la scène, c'est quelqu'un de modéré, quelqu'un qui, en quelque sorte, se présente bien. Derrière, il y a des gens plus extrêmes. Et même si la plupart des politiques que Starmer met en avant sont plutôt raisonnables, on pense à Tony Blair, il veut s'occuper de l'économie, il n'a pas peur des hommes d'affaires, il est prêt à les rencontrer, à écouter leurs besoins aussi. Mais derrière, il y a beaucoup, comme on vient de prononcer le mot, beaucoup de wokistes. Et ce sera un peu un feu vert, son élection, pour tous ces gens-là, pour aller de l'avant. Et Starmer est surtout connu, un de ses surnoms, c'est flip-flop. Ce qui veut dire en anglais, c'est l'anglais pour des tongs. Et ça représente le bruit de quelqu'un qui marche avec des tongs, flip-flop. Et ça veut dire tout simplement girouette. Donc, si vous prenez par exemple la question d'Israël et de Gaza, juste après le 7 octobre, dans une interview, il a dit oui, Israël a le droit de couper l'eau et l'électricité dans ces circonstances. Critiqué par l'extrême gauche et ce qu'on appelle les islamo-gauchistes, il a fait marche arrière. Tout de même, je vais me faire un peu l'avocat, si vous voulez, de Keir Starmer. On est quand même loin, malgré tout, des positions de Jeremy Corbyn qui considérait le Hamas comme ses amis. Par ailleurs, il a jamais exigé, je crois, un cessez-le-feu. Il préférait parler de trêve et voulait un cessez-le-feu en échange des otages, non? Mais peut-être que je me trompe. Mais il me semble que ça, vu d'ici, on a l'impression que sa position est quand même beaucoup moins radicale, ambiguë et pas islamo-gauchiste en tout cas. Flip-flop. Ça veut dire, au mois de mai et juin, il promet de reconnaître un État palestinien. Plus récemment, il a dit, on va attendre avant de le faire. Donc, en tant que girouette, il est sujet à des pressions de droite et de gauche, et tout est possible. À chaque moment, il peut tourner dans une autre direction. Et c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire qu'on a des hommes apparemment très raisonnables qui sont comme les vendeurs, les commerciaux, et derrière, il y a d'autres groupes qui mettent la pression. Alors les travaillistes, la semaine dernière, ont perdu dans des circonscriptions tout à fait rouges et travaillistes face à des indépendants musulmans. Donc, c'est un domaine où les travaillistes, même à cette époque de grande réussite, c'est un domaine où ils peuvent perdre des votes et des circonscriptions. La pression du vote communautaire. Merci Jérémy Stubbs, merci Louis Sarkozy. Ce n'est pas fini. On se retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie de cette émission. On continue à parler des États-Unis, de la Grande-Bretagne. On essayera de se projeter un peu dans les mois qui viennent. Merci à tous les deux. À tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec Jérémy Stubbs, président de l'association des conservateurs de Paris, et avec Louis Sarkozy en duplex de Washington. Louis Sarkozy nous parle des élections américaines, tandis que Jérémy Stubbs nous parle du résultat des élections britanniques avec ce nouveau gouvernement travailliste. Avant la pause, vous essayiez de nous faire le profil de Keir Starmer, le nouveau patron du parti travailliste, surtout le nouveau Premier ministre britannique, et vous nous expliquez que derrière l'apparence d'un homme modéré, il était soumis à la pression d'une partie plus radicale de son parti, à la pression aussi de vote communautaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous voulez dire que le Parti travailliste est l'otage d'une minorité musulmane, voire d'une minorité islamiste?
Mais en fait, je dirais plutôt que c'est comme tous les grands partis traditionnels, il y a beaucoup de courants. Et même si tel ou tel leader semble dompter les différents courants, il y a toujours des pressions dans tous les sens. Donc, et que donc, quand on parle de Keir Starmer, il se présente très bien, mais il ne faut jamais oublier que derrière, il y a d'autres courants qui n'ont jamais disparu. On peut dire la même chose dans une certaine mesure, peut-être du Parti conservateur. Il y a différents courants. Et d'ailleurs, tout le problème qu'on évoquait au début, c'est comment créer un parti moderne qui comprend à la fois l'aile plutôt droite centriste et l'aile populiste. C'est ça l'idéal. Le Parti conservateur était censé être ce parti après 2019. Il s'est avéré que ce n'était pas du tout le cas. Est-ce que Keir Starmer va pouvoir faire de Labour le parti à la fois centre-gauche, mais aussi avec un peu de wokisme? C'est ce qu'on va voir. Louis Sarkozy, ce que nous dit en fait Jérémy Stubbs dans Filigrane, c'est que l'Angleterre est finalement assez archipélisée entre différents courants, différents types de populations qui n'ont peut-être plus du tout la même vision du monde, entre l'Angleterre ouvrière et l'Angleterre londonienne, entre certaines communautés radicalisées et ceux qui seraient plutôt défenseurs d'une Angleterre traditionnelle qui sont agressés dans leur mode de vie. Ça devient difficile de se parler et finalement les partis sont aussi le reflet de ces fractures-là. On l'a beaucoup dit aux États-Unis que c'était un pays extrêmement polarisé, extrêmement fracturé. Est-ce qu'on assiste aussi à la même chose aux États-Unis à travers l'affrontement entre Trump et Biden ou à travers l'affrontement entre Trump et celui qui sera peut-être qui remplacera peut-être Biden dans cette élection, puisque vous nous avez dit que c'était ces jours étaient comptés entre guillemets dans cette campagne. Oui, mais il faut faire attention avec cette accusation de division. Les États-Unis sont un pays extrêmement violent et prône à une polarisation parfois tout aussi violente. Mais toutes les divisions qu'on peut voir aujourd'hui, si vous me permettez une petite parenthèse historique, ne sont rien comparées à ce que l'histoire nous montre. Enfin, 1968, on était proche de la guerre civile, et avec la guerre du Vietnam et le Civil Rights Movement de Martin Luther King. Et si on remonte encore plus loin, au 19e siècle, c'est un pays qui se fait la guerre sur lui-même. On parle de 700 000 morts. La guerre de sécession, effectivement. La guerre de sécession. Qui est appelée guerre civile aux États-Unis. Ouais. Exactement. Le pays a à peine 80-90 ans. Entre 1860 et 1865, c'est quasiment 1 million de morts. Les derniers chiffres le montent quasiment près à 800 000, 900 000 morts. C'est pharaonique comme capacité de violence. Aujourd'hui, effectivement, on parle de division, mais il faut quand même approcher ça avec modération. Pour moi, tout est caché sous la tutelle bipartisane. Il y a ces deux partis qui englobent absolument tous ces courants de pensée. Et donc, on peut pas voir, comme en Angleterre ou en France, la montée d'une troisième, quatrième ou cinquième force. Tout est un peu caché sous la tutelle démocrate ou républicaine. Trump, bien sûr, a fait de son mieux pour montrer qu'il y avait une fracture, par contre, vers la droite, entre les néoconservateurs et les Trumpistes. La question, c'est, est-ce que le Trumpisme survit à Trump? On voit qu'il a changé le parti républicain fondamentalement, tout le monde a un peu changé son discours, tout le monde est un peu plus populiste, mais est-ce que ça va tenir jusqu'après son peut-être deuxième ou son retrait de la vie politique. Justement, Donald Trump, tout le monde le voyait, en tout cas à Paris, mort et enterré après sa défaite, après l'attaque du Capitole. Comment vous expliquez cette incroyable résilience? Et est-ce que c'est pas justement parce qu'il y a toute une partie de l'Amérique populaire, qui est populiste et qui ne veut pas justement de l'ancien parti républicain? Oui, alors vous avez complètement raison. Trump a une capacité absolument exceptionnelle de survie. Et ça, c'est du jamais vu. Hein. Si on pense aux scandales qui ont fait tomber les présidents américains dans le passé, ce qu'on voit aujourd'hui de la part de Monsieur Trump, c'est quand même autre chose. Une tentative de coup d'État. Et ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est maintenant, c'est avéré par les faits. Il demande au vice-président Mike Pence d'annuler l'élection. Et il flotte même dans des conversations avec des généraux si l'armée peut pas jouer un rôle. Enfin, c'est complètement une tentative de putsch et les institutions américaines ont tenu.
des scandales sexuels, ce qui est quand même exceptionnel parce que parmi son électorat, il y a les évangélistes qui sont des grands religieux. Il est divorcé 3 fois, il est accusé d'attouchement, enfin tout ce qu'on peut imaginer de pire. Il survit sans problème. Donc il survit à tout en fait, et il le dit lui-même. Il en est très conscient. Il a dit j'aurais pu tuer quelqu'un sur la 5e avenue en pleine journée et je serais quand même élu. Donc au moins on peut pas l'accuser de pas être clairvoyant sur ce point-là. Donc effectivement, il a une capacité de survie absolument exceptionnelle, et ça parle du mal-être d'une grande partie de la population américaine qui se voit pas dans l'ancien établissement qui est un peu incarné par Joe Biden. J'aimerais juste rappeler à vos téléspectateurs que Joe Biden est là depuis des dizaines et des dizaines d'années. La première campagne présidentielle de Joe Biden, c'était il y a 37 ans. Il a été le vice-président de Barack Obama, on le rappelle également. Une dernière question peut-être pour vous. Si jamais Joe Biden est remplacé justement, même par quelqu'un d'extrême, de woke, est-ce que ça reconfigure totalement cette élection américaine dont Trump est pour l'instant, il faut bien le dire, le favori ? Oui, absolument, ça reconfigure tout, ça redonne l'initiative au Parti démocrate, ça peut remotiver les électeurs, parce que c'est ça le jeu. Le jeu, on sait que les électeurs de Trump sont motivés. Il y a 30%, ils sont à lui quoi qu'il arrive, et eux, ils seront là à voter. Est-ce qu'on peut faire pareil à gauche ? C'est ça la question. Et si on met, en mon humble opinion, un jeune comme Newsom, énergétique, une catégorie encore un peu inconnue des électeurs américains, qui va aller à l'attaque au lieu d'essayer d'éviter les attaques de Trump comme Monsieur Biden, qui va l'attaquer profondément, est-ce que ça lui redonne pas l'initiative ? Est-ce que ça redonne pas un coup de jus à ce parti ? Je pense que oui. Jeremy Stubbs, l'émission touche presque à sa fin, mais on a encore une petite minute et demie. On parlait de Donald Trump. Il y a un homme qui a été beaucoup comparé à Donald Trump en France, c'est Boris Johnson. Alors il y a des vraies différences, hein, mais il incarnait peut-être, au-delà des différences de personnalité, de parcours, justement une Angleterre un peu similaire à celle de Donald Trump. C'est-à-dire qu'il essayait de répondre au malaise d'une partie des classes populaires britanniques, notamment par rapport à l'immigration, mais aussi par rapport à la paupérisation des services publics, à la réindustrialisation. Est-ce que finalement le Parti conservateur n'a pas eu tort de se débarrasser de lui ? Est-ce que c'est pas lui qui avait justement la bonne formule pour faire gagner les conservateurs ? Le problème de Boris Johnson, c'était justement qu'il n'avait pratiquement que des formules. Et pour faire court, on peut dire que Boris Johnson, c'est beaucoup trop un aristocrate pour être vraiment proche du peuple, comprendre leurs vrais besoins. Et une fois au pouvoir, il avait une opportunité extraordinaire et il l'a jetée par la fenêtre. Donc, c'est toujours un showman, on aime bien l'écouter, mais ce n'est plus du tout une référence idéologique ou stratégique en politique. Ce n'est pas Trump. Ce n'est pas Trump. Merci Jeremy Stubbs, merci Louis Sarkozy, c'était passionnant. Merci vraiment Louis, parce on le rappelle, il est 5h du matin à Washington. C'était très intéressant. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Non, on se retrouve pas la semaine prochaine, pardon, puisque c'était on se retrouve la saison prochaine. C'était la dernière émission de la saison. J'étais ravi d'être avec vous. Par contre, il faut suivre la soirée électorale sur Sud Radio avec Jean-Marie Broderie, l'excellent Jean-Marie Broderie, qui animera cette soirée électorale sur Sud Radio ce soir. Voilà, bon vote à tous et je vous retrouve la saison prochaine pour une nouvelle saison dans toute vérité. Merci.